Depuis 1679, le magicien Lesage, amant de la célèbre empoisonneuse Lavoisin, est emprisonné à Vincennes. Parce qu'il trempe dans les nombreuses combines de son ancienne maîtresse et qu'il a eu affaire à des tas de grands noms le temps qu'a duré son commerce de poisons, il devient un pion très important de l'enquête. L'affaire des poisons se glisse partout, et surtout sous les jupons à froufrou de la cour de France. En prison, Lesage se met à balancer tous les noms qu'il a côtoyés en signe de bonne foi et pour s'éviter peut-être la potence. Parmi ces noms, le magicien sort celui du maréchal de Luxembourg, un éminent personnage qui aurait communiqué avec le diable. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui l'arrestation du maréchal de Luxembourg. Nous revoilà donc avec le magicien Lesage, et dans sa cellule, il n'a rien d'autre à faire que de balancer ceux qui pourraient tomber avec lui. On lui assigne même un greffier qu'on place avec lui et qu'on charge de recueillir ses mémoires. Par mémoire, ici, il faut comprendre ses aveux mis par écrit. Et un matin, Lesage explique que le marquis de Feuquières et son cousin, l'illustre maréchal de Luxembourg, ont fait appel à lui pour parler au diable. Il détaille même un peu. Les séances auraient eu lieu dans le salon de leur amie commune, la marquise de Fontaine, rue Montmartre. À son greffier, il fait noter qu'il leur a joué le tour de la boule de cire, vous savez, son tour de passe-passe préféré, pour lequel il gagne confortablement sa croûte. Il est confiant car pour cela, il ne peut pas lui arriver grand-chose, c'est de l'arnaque tout au plus. Mais ce qui intéresse surtout les autorités, c'est ce que contenait le fameux billet dans la boule de cire que Lesage a jeté aux flammes. Et là, il affirme que le maréchal de Luxembourg demandait la mort de sa femme, mais pas que. Il aurait aussi demandé le mariage de son fils avec la fille de Louvois et tenté d'attirer à lui l'amour de sa belle-sœur, la princesse de Tingry. Et puis pendant qu'il y était, il a aussi souhaité le malheur de son rival, le maréchal de Créqui. Bon, ça fait beaucoup pour un message au diable, le gars avait quand même une liste de courses version diablerie. Et quand Louvois entend ça de la bouche du magicien, il jubile. Là, comme ça, vous ne pouvez pas savoir pourquoi. Mais je vais vous le dire, Louvois déteste le maréchal de Luxembourg. C'est personnel, hein. Et du coup, poursuivre l'homme ne lui pose aucun problème. Au contraire, Louvois va, à partir de ce moment, le prendre comme une véritable vengeance personnelle. 2 jours après les aveux écrits de Lesage, Louvois s'empresse d'écrire directement au roi pour avoir l'autorisation de le cuisiner un peu plus à propos du maréchal de Luxembourg. Parce qu'après tout, ce maréchal, ce n'est pas le premier gars venu, il est important, même si Louvois le trouve affreusement orgueilleux. Auréolé de succès durant la guerre de Hollande, il est promu maréchal de France en 1675. C'est un homme prétentieux, redouté pour son esprit très sarcastique et son ambition qu'on dit démesurée. Louvois le voit clairement comme un rival qui vient directement faire de l'ombre à sa propre gloire. 3 ans avant toutes les révélations de Lesage, Louvois avait déjà cherché à porter atteinte au maréchal, alors que celui-ci, placé à la tête de l'armée du Rhin, n'était pas parvenu à empêcher le duc de Lorraine de prendre la ville de Philipsbourg. Louvois l'avait alors menacé de passer quelques années à l'ombre dans les geôles de la Bastille. Alors là, vous imaginez bien que l'opportunité de lui faire du tort à nouveau est vraiment, vraiment trop belle. Louvois ne veut pas laisser passer cette chance. Alors que le roi lui donne l'autorisation de cuisiner Lesage à propos du maréchal, et malgré la grâce promise au magicien, il rechigne encore à dire tout ce qu'il sait. On lui promet la vie sauve, mais Lesage hésite. Alors, Louvois décide de ruser et de le piéger en lui mettant la pression. Par l'intermédiaire d'une lettre à l'araignée, qui sera ensuite connue de Lesage, il menace de reprendre son procès et de l'expédier 6 pieds sous terre, bien plus tôt que prévu. À une cordelette de la potence, Lesage se met cette fois à table. Dans cette enquête, beaucoup pensent qu'il s'agit du coup d'aveux extorqués par Louvois, qui veut à tout prix poursuivre sa vengeance personnelle contre le maréchal de Luxembourg, et que l'instruction de cette affaire pourrait s'en trouver entachée. Mais Louvois n'est pas un perdreau de l'année. Il ne veut pas que sa parole soit mise en danger si le maréchal venait à être arrêté. Alors, il tente d'être un peu plus subtil. Il informe le maréchal de Luxembourg que, dans les cachots de Vincennes, ça parle fort de lui. En fait, il lui met la pression pour que celui-ci fuit à l'étranger, ce qui serait la preuve évidente de sa culpabilité.
Mais le maréchal de Luxembourg, qui n'a soit rien à se reprocher, soit juste un peu de jugeote, n'en fait rien. Il ne tombe pas dans le panneau et agit comme si de rien n'était. Ses relations avec le roi restent clémentes malgré les accusations de Lesage. Son ami, le duc de Noailles, le conjure de fuir et de ne pas se retourner. À 3 reprises, il le somme d'échapper à l'arrestation, alors toute proche. Sauf qu'à la surprise générale, le maréchal n'attend pas son arrestation et se rend lui-même à la Bastille. C'est une grande première. Il arrive là-bas, papote même en chemin avec Madame de Montespan, dont il croise le carrosse sur la route, et arrive à la Bastille tout frais. Là, le gouverneur de la prison lui offre sa chambre pour la nuit, alors que le maréchal lui demande le gîte et le couvert. Incroyable, non ? On marche sur la tête. Le lendemain, ce même gouverneur, qui du coup entre nous a dormi on ne sait où, pour laisser le maréchal de Luxembourg tranquillement dans son lit, reçoit une lettre de cachet de Louvois et le maréchal de Luxembourg est balancé dans une tour dégoûtante, avec à peine une meurtrière pour voir la lumière du jour. Ah, d'un coup, c'est 2 salles, 2 ambiances, hein. Sur le mur de sa cellule, les noms gravés de ceux qui l'ont précédé en ces lieux. Et parmi eux, le célèbre chevalier de Rohan. Je ne vous refais pas le topo sur de Rohan, mais vous vous souvenez qu'il a très mal fini. Cette cellule, ce n'est en général pas celle dont on ressort autrement qu'au bout d'une corde ou sans sa tête. Toujours selon les dires de Lesage, qui, voyant que son entreprise contre le maréchal de Luxembourg prend très bien dans l'esprit de Louvois, continue de balancer tout ce qu'il sait. Le 27 janvier, on incarcère la marquise de Fontaix. Vous savez, celle chez qui le maréchal de Luxembourg aurait justement rencontré Lesage. C'est aussi chez elle qu'il aurait fait la connaissance de Claude-François Bouchard, un alchimiste de bas étage avec qui apparemment le maréchal se passionnait de sciences occultes et s'enfermait des jours entiers à la recherche de la fameuse pierre philosophale. Oui, toujours elle. L'homme est interrogé, mais il ne dit pas un mot sur son maître, le maréchal. Après plusieurs semaines à tourner autour de ceux qui côtoient le maréchal de Luxembourg, il commence à y avoir quelques bruits dans l'Assemblée. Dans toute cette entreprise menée par Louvois, ministre de la guerre, je vous le rappelle, beaucoup se demandent si ce n'est pas de l'acharnement pour faire tomber de grandes figures de la cour du roi. Avouez que la confusion peut être permise. Ok, il y a des alchimistes, des sorcières, des empoisonneurs qui font le grand saut au bout d'une corde chaque jour, mais il commence surtout à y avoir beaucoup de personnalités de la cour du roi qui vivent maintenant à l'ombre des cachots de Vincennes ou à la Bastille. Et avec le maréchal, ça commence à clairement faire du bruit. On le dit, avec l'arrestation de son rival, Louvois est obsédé. Il va même jusqu'à faire le boulot des grouillots en allant interroger lui-même Lesage en cellule. Et finalement, ce qui ressort des ragots, c'est que la police royale extorque des aveux poussifs à des pauvres sous la torture. La police de Louvois a de moins en moins bonne presse. Ça a beau rester secret pour la majorité de l'enquête, les fuites et les candidatons vont bon train. Et Lesage, lui, poursuit sans fin ses accusations. Pendant ce temps-là, le magicien éloigne la potence. Et si Lesage n'a pas l'air de dépérir plus que ça, on ne peut pas en dire autant du bon maréchal. Dans sa cellule, quasiment privée d'air, lui qui était très près des salutations au diable et du libertinage à outrance, ne fait que prier Dieu et retrouve ainsi, dit-on, le chemin vers la religion. Le roi qui, comme vous vous en doutez, suit de très près l'affaire en question, est touché par la résilience de cet homme et l'autorise alors à se promener 2 heures par jour sur les terrasses de la Bastille. Trop aimable. Ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a aucune preuve de ce qu'avance Lesage à propos du maréchal. Pour le moment, il est enfermé au bon vouloir de Lesage, mais surtout de Louvois. Et la justice est, comme par hasard, particulièrement lente. Et la presse commence à jaser, oui, même à l'époque, même avec les menaces royales, on parle. Et on dit haut et fort que les magistrats du Parlement et même de la Chambre ardente font leur boulot quand ça leur chante, c'est-à-dire pas souvent. On arrête finalement Pierre Bonnard, l'intendant du maréchal de Luxembourg, qui avoue très vite avoir abusé de son maître en usurpant son identité, sans son consentement bien sûr, lors de cérémonies sacrilèges et démoniaques en compagnie du magicien Lesage. On reprend le procès et le 5 mai, après plusieurs semaines de vide, les interrogatoires reprennent. Et on n'y va pas par 4 chemins. On balance sous le nez du maréchal de Luxembourg le fameux pacte avec le diable qui serait signé de sa main. Enfin une preuve. Et là, le maréchal,
reconnaît sa signature. Mais plein de soupçons, il demande à examiner de plus près ce papier et remarque alors en tout petit une phrase écrite à la main entre la date et la signature. Une phrase qui demande, je cite, « toutes les conjurations nécessaires et une donation à Satan ». Et là, c'est le coup de théâtre. Ce n'est pas son écriture, c'est un faux. On confronte alors l'intendant Pierre Bonnard avec son maître, le maréchal de Luxembourg, qui est horrifié par cette machinerie. L'intendant avait presque tout avoué. Tout, sauf ce faux document. Bonnard éclate en sanglots et avoue tout. Il explique que le maréchal n'a ni fabriqué de fausses monnaies, ni acheté de poison, ni même pactisé avec le diable. Puis, au bras d'un garde, un homme fait irruption dans la pièce. C'est un prêtre. On demande au maréchal s'il le connaît, il répond que non. On demande à l'homme d'église la même chose, et pareil, non. Les deux hommes ne se sont a priori jamais vus. On sort le prêtre, et on sort l'intendant qui, vous l'avez compris, a finalement tout falsifié. Alors pour la première fois, on confronte le maréchal de Luxembourg et le sage, à qui on fait boire 3 verres de vin pour qu'il ait le cran de faire face à celui qui l'accuse. Et en face, il accuse tout pareil. Le maréchal rétorque qu'il a bien assisté au tour de passe-passe de Le Sage avec la boulette de cire jetée au feu, mais qu'il n'était question que de femmes là-dedans, et sûrement pas de mort de qui que ce soit. Son cousin, le marquis de Feuquières, qui se trouvait avec lui à ce moment-là, confirmera ses dires. Comme il sent que la situation lui échappe et que la corde se rapproche de son cou, Le Sage ne lâche rien et accuse encore le maréchal de Luxembourg de s'être livré à des conjurations avec le père Davot, un prêtre qui l'aurait assisté dans ses rites démoniaques. Mais le maréchal ouvre de grands yeux, certain de son innocence. Il s'emporte devant de telles accusations blasphématoires et demande à voir ce prêtre pour leur prouver à tous que c'est faux. Pas besoin, lui dit-on. Le fameux père Davot dont parle le sage, c'est le prêtre de tout à l'heure, et tous les deux ne se connaissent pas. L'affaire du maréchal de Luxembourg est assez unique dans cette enquête car c'est l'un des seuls à avoir été acquitté à l'unanimité. Trompé par son intendant Bonnard, lui-même envoyé aux galères, puis accusé par Le Sage, et enfin tourmenté par son rival Louvois, il a été arrêté à tort. Le roi Louis XIV, pour ne pas faire de l'ombre à sa propre justice, encore une fois, lui demande de quitter la capitale et de s'exiler dans une de ses campagnes. Ça ne l'empêchera pas, quelques années plus tard, de revenir à la cour et même de reprendre sa charge de capitaine des gardes du corps. Il en fallait bien un qui s'en sorte un peu mieux que les autres, et c'était dans cet épisode que je voulais raconter. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, mettez 5 étoiles au podcast sur Spotify et un avis sur Apple Podcast, et surtout, partagez-le. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de la saga de l'été de Crimes oubliés.